très inspiré par tout ce qui est entreprise libérée, presque à dire le management c'est un truc old school, ça sert à rien. Et puis au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que c'était plus créer du chaos qu'autre chose, je suis revenu et j'ai remis plus de structure de management. When you blame others, you give up your power to change. J'aime bien parce que c'est un mantra qui permet de se remettre en question quand il y a quelque chose qui va pas et qu'on a envie de grogner un peu. Un des principes fondamentaux du coach, c'est l'expérimentation. Donc c'est d'aller faire et les choses qui font peur, comme enregistrer un podcast par exemple. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de François Soutrel, qui est le CTO de Zenpark. Merci François d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est avec plaisir, c'est avec d'autant de plaisir que le podcast, pour moi, c'est aussi l'occasion de parfois de recroiser des têtes, de se dire que le monde est un peu petit. Et de revoir des têtes du passé. Et c'est vrai qu'on s'est côtoyés, ça fait peut-être une petite quinzaine d'années au travers de tes 2 dernières expériences, Eleo et Zenpark, plus principalement chez Eleo. Et ça fait très plaisir ça fait très plaisir de se revoir, quoi. Oui, j'avais gardé toujours une petite place pour vous dans mon cœur parce que j'ai mon cache caméra toujours brandé Kaibi sur mon PC perso, donc. Ouais, tu me disais ça tout à l'heure avant d'arriver. Ça me. Tu fais durer tes PC, quoi. C'est ça. Pour le coup, très sobriété numérique, quoi. Oui. Parce que on parle de 2017-2018 là. Oui. Écoute, Félicitations pour la durabilité de tes équipements électroniques. Petite digression. Tu disais que c'était ton PC perso, mais est-ce que dans la peau de CTO, c'est des choses c'est des sujets que tu adresses, que tu as en tête, du coup, d'essayer de faire durer les choses, d'essayer d'être le plus sobre possible, numériquement? Oui. Et qu'est-ce que tu mets en place? À quoi tu fais gaffe? Il n'y a rien de formalisé, si tu veux, mais c'est une attention au quotidien on va dire un peu d'attendre le dernier moment pour renouveler certains matériels. Bon, ça se voit sur mon téléphone perso aussi. Mais effectivement, de trouver le bon curseur entre attendre le dernier moment et puis pas non plus avoir toute une équipe avec des PC qui rament. Avec des PC qui... on attend que ça compile, quoi. C'est ça. Ok. Mais bon, ça me tient à cœur, comme ça tient à cœur à Zenpark, effectivement. De trouver le bon curseur, quoi. Ouais. Il y a d'autres axes que les équipements sur lesquels tu regardes, sur la partie code, sur la partie infra, sur... Non, pas aujourd'hui, rien de particulier de ce niveau-là. Ok, plutôt sur la partie équipement. C'était une petite digression. Moi, je suis content de te recevoir aujourd'hui, notamment parce que c'est pas souvent que j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des CTO qui ont des cascades transverses sur des produits qui vont du dev à l'électronique embarquée avec le hardware derrière. Et toi, c'est un peu ce qui est ton quotidien depuis, je pense depuis Eleo, donc ça fait, oui, ça fait quelques années, 15 ans, une quinzaine d'années, et intéressé de rentrer un petit peu dans le détail de ces expériences-là chez Eleo et Zenpark. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et justement revenir un petit peu sur ces 2 grandes pages de ta vie notamment? D'accord, ok. Donc du coup, François Soutrel, actuellement CTO chez Zenpark. Et pour ces aventures-là, j'ai commencé en 2009, où j'ai rejoint... Ça fait donc 15 ans. Hein. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais, on y est. chez Ileo. Donc une solution pour l'autopartage. Ce qui veut dire... Eleo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui va faire quoi, du coup?
Une solution pour l'autopartage, donc toute l'infrastructure technologique. Donc peu de temps après que j'ai rejoint Eileo, on a été racheté par Hertz, Ouais, d'accord. le loueur de voitures, pour des projets d'innovation et pour développer le business d'autopartage. Et donc pour ça, il faut une infrastructure associée, donc de manière un peu traditionnelle, les sites web, les applis mobiles, toute l'infrastructure qui va avec, et comme tu le disais tout à l'heure, des boîtiers embarqués dans les véhicules qui permettent de gérer l'antidémarrage, l'ouverture des portes, etc., pour qu'une personne puisse arriver avec son téléphone, réserver, ouvrir le véhicule et puis partir avec un véhicule loué comme ça. Ok. Et toi, chez Léo, tu arrives en tant que développeur, J'arrive en tant que QA. QA. Au début tout seul, avec donc la perspective de monter l'équipe QA. Et donc c'est comme ça que j'ai développé mon appétence, voire mon amour pour le management. Et en parallèle, donc le pilotage de la QA sur des projets comme par exemple une nouvelle version de ce boîtier. Puisque sur l'IoT, il y a quand même pas mal de contraintes. Hein. Faut pas se planter quand on fait un hardware, parce que il s'agit de pas remplacer 100 000 devices qui sont répartis dans des voitures qui tournent. Donc il y a pas mal de criticité sur ces aspects-là. Si tu fais un petit trou dans la raquette sur ce type de solution, ça se paye cher, quoi. C'est zéro défaut. Enfin, la QA, elle est centrale, quoi. Oui, en fait, comme dans tout projet informatique, en fait, plus on trouve un problème tard, plus ça coûte cher. Le problème avec le hardware, c'est que ça coûte vraiment plus cher. Donc effectivement, il y a des phases amont, déjà dès la conception hardware, où on a la possibilité, par exemple, sur les protos, de faire plusieurs versions et de tester plusieurs versions. Mais effectivement, la phase QA, la phase de field test, en particulier donc les tests terrain, de vérifier que tout ce qui peut être variabilité du terrain, etc., sont repêchés, si tu veux. Parce que quand un serveur il tourne dans un environnement, tu peux avoir des cas d'utilisation différents avec des utilisateurs, mais tu as moins de variabilité, je sais pas, de vibration, de température, etc. Donc tu as des tests labo, mais tu as aussi des tests terrain, grandeur nature. Terrain, ouais. Et ça, pour essayer de capter au plus tôt, tout en agrandissant ton échantillon statistique progressivement, pour pouvoir avoir le plus de chances de du coup, tu avais la vision QA sur la partie IoT, sur la partie logiciel, sur la partie hardware, sur la partie... tu pilotais toute la partie QA de la solution ? On va dire sur la partie logicielle et métier, pas sur la partie hardware à cette époque. Ok. Ça c'est... je l'ai vécu après sur d'autres projets, mais en particulier quand on a développé une nouvelle version du boîtier, là c'était plus sur la partie effectivement logiciel et fonctionnement en général. Ok. Est-ce que tu disais s'il y a un trou dans la raquette, ça coûte vraiment très cher. T'as eu des petites suées ou pas ? Il y a eu des... Non. Non, tout s'est bien passé. Non, pas particulièrement. Et au contraire, j'étais assez content d'avoir hérité du design hardware qui a été fait, parce que j'ai repris après la direction en 2015 de Ileo, et on a eu un projet justement d'extension pour rajouter une puce Bluetooth Low Energy pour avoir une communication directe entre le boîtier et le téléphone. Et le design avait été bien fait parce qu'il y avait une possibilité d'extension, en fait, de pouvoir rajouter une carte fille, ce qui fait que du coup il n'y avait pas besoin de reproduire l'ensemble de la carte avec toutes les connectiques, etc., mais il y avait une extensibilité qui était prévue dès le début, quoi. Donc ça avait été bien conçu au départ pour ce use case-là. Était prévu, ou l'extensibilité, elle était prévue de base, mais sans avoir en tête cette application? Non, l'extensibilité avait été prévue de base. Okay. Et du coup, c'est effectivement un des...
comment dire, un des enjeux de l'IoT quand tu développes ta solution hardware, de dire ok, déjà je brainstorm pour dire c'est quoi les use cases futurs, est-ce que je veux pouvoir ajouter d'autres capteurs, etc., etc. Mais tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas prévoir parce que la puce de demain ou quoi, il y a des choses qui peuvent arriver et tu peux pas forcément tout anticiper. Ce qui fait que tu penses, on va dire, extensibilité en termes de connectique, quoi. Par exemple, est-ce que tu vas rajouter un slot pour pouvoir rajouter une carte fille, un port USB, un bus sur lequel tu peux rajouter des capteurs, etc. Donc ça effectivement, faut l'anticiper dès le design hardware pour t'assurer que si jamais tu as une fonctionnalité à rajouter euh, qui, qui nécessite du hardware, tu puisses le faire, quoi. Il y a d'autres contraintes qu'amène la partie électronique, la partie IoT, hormis le fait que la partie design et prévoir un peu le futur, c'est important. Ouais, bah t'as une forte adhérence à l'électronique. Donc tu dois prendre en compte des choses dont d'habitude tu fais plutôt abstraction. Donc par exemple, je sais pas si tu as un composant de mémoire, il faut se poser la question du nombre de lectures-écritures, du nombre de cycles tolérés par ton composant, pour t'assurer que tes algos vont pas lire et écrire et on va dire cramer ta mémoire Trop vite, quoi. trop vite, quoi. Tu as aussi tout ce qui est gestion du temps réel. Est-ce que tu es plus ou moins en temps réel? Donc est-ce que tu vas partir sur par exemple un mode de fonctionnement où tu vas avoir beaucoup d'interruptions, un mécanisme d'interruption, c'est-à-dire tu as ton programme principal qui tourne et dès que tu as un événement, tu as l'électronique qui envoie une interruption pour prendre la main sur ton fonctionnement. Donc ça c'est très bien parce que c'est temps réel, c'est très rapide. Mais après en termes de code en fait c'est compliqué, et en termes de débugage en particulier parce que les événements sont pas du tout synchrones. Tu peux avoir des changements qui sont beaucoup plus difficiles à débugger. Ou alors est-ce que tu pars sur quelque chose qui est un petit peu plus collaboratif où tu as les threads qui se repassent la main successivement en fonction d'un temps de traitement, et auquel cas là la contrainte elle est moins dans le debugging ou des cas à la marge, mais plus dans le fait de bien tuner en fait tes temps d'exécution des différents threads et t'assurer qu'ils vont se repasser la main à une fréquence qui est suffisante par rapport au traitement qu'ils ont à faire, par exemple. C'est des problématiques bien particulières, effectivement. Ouais. T'as des exemples en tête fonctionnels, justement, qui illustrent un peu ces problématiques techniques? Ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, si tu as un composant qui déclenche une interruption, Mais du coup, dans votre métier, ça peut être quel événement, quel type d'événement dans notre métier, là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tape sur un digicode, par exemple. Ouais, Et donc sur notre V2, ça fonctionne avec le microprocesseur qui renvoie une information qui coupe l'exécution actuelle pour aller lire ce qui se passe sur le bus. d'accord, ok. Ce qui fait que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc si tu dois trouver, si tu veux, ce qui peut se passer, en fait, c'est pas du tout, c'est très difficile d'être déterministe à la lecture du code quand tu as quelque chose comme ça, quoi. Donc ça va être beaucoup plus par observation finalement si tu dois débugger quelque chose dans ce sens-là. Bon, tu peux rajouter des logs, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile de dire, ok, mais qu'est-ce qui peut se passer dans mon code là, en fait, puisque tout peut s'interrompre à n'importe quel moment, si tu veux. D'accord, ok. Donc si tu regardes une routine, c'est très difficile de dire est-ce que là, cette variable-là, elle n'a pas changé entre une exécution et celle d'après, alors que tu n'as rien dans ton code. C'est juste qu'il peut avoir été interrompu et puis modifié entre-temps, quoi. Ok, et si on revient un tout petit peu, qu'on rentre dans le détail sur la contrainte lecture, écriture, t'as eu des cas où des fois, enfin, pour le coup, c'est des choses je suis un petit peu loin de ce monde-là, je sais pas exactement comment ça fonctionne en termes de mémoire. T'as rencontré des cas de mauvais dimensionnement du coup ou... J'ai pas rencontré des cas de mauvais dimensionnement, mais c'est des questions que j'ai dû me poser sur un choix de mémoire pour se dire, ok, est-ce qu'on part sur une mémoire, enfin, en fonction des modules qu'on choisit, il y a des mémoires qui sont flash, il y a des mémoires qui sont
d'autres types, et donc il y a des mémoires qui sont plus sensibles aux lectures-écritures. Et donc, j'ai pas eu de problématique de dimensionnement, mais j'ai dû me poser la question de me dire... Enfin, voilà, s'il y a eu trop de lecture, écriture, trop d'utilisation, ça ne marche plus en fait. Oui, c'est ça. En fait, ça va cramer petit à petit les secteurs, et ta mémoire disponible va réduire finalement. Et donc, en fait, quand tu choisis ton composant, tu prends cette contrainte-là en compte en amont pour te dire, OK, dans mon algo, je vais faire une sauvegarde tous les X. Combien est acceptable par rapport à la durée de vie du produit, par rapport à la fréquence à laquelle on a envie d'enregistrer l'information, et déterminer le bon curseur comme ça, quoi. Ok, c'est inévitable en fait qu'il y a un moment donné, ça marche plus à cause de la mémoire en fait. Quand tu as des problématiques électroniques, puces embarquées. En fonction des types de mémoire, oui. D'accord, ok. Ça peut. Ok. Ça marche, bah, tu vois, c'est des choses que j'apprends. Ok. Et alors donc du coup, chez Eléo, tu arrives tout seul sur la QA, avec un peu cette perspective avec la croissance, avec le fonctionnement, monter l'équipe QA. Premières expériences de management rapides. Enfin, ça s'est monté assez rapidement. Comment ça s'est passé? Au début, donc, fallait mettre en place un petit peu tout ce qui était plan de test, la structuration de la pratique QA. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait des phases de non-régression où toute l'équipe de dev était sollicitée pour faire la phase de non-rég. Donc déjà, les tests de non-régression. Donc déjà, il fallait structurer cette étape-là. Et il se trouve qu'il y avait une personne dans l'équipe qui était pas forcément très à l'aise sur la partie dev, mais qui en revanche brillait beaucoup plus sur la partie QA, qui prenait des initiatives, qui était vraiment moteur sur cette partie-là. Et en fait, ça a été un peu ma première rencontre avec le management, de trouver quelqu'un qui avait envie, quoi. Qui avait envie, et qui avec un petit repositionnement, finalement exprimait le meilleur de ce qu'il avait en lui, quoi. Et en fait, ça a été un peu, on va dire, fondateur pour moi, pour le management, et par la suite le coaching, de voir que en fait, on a tous une voie, enfin en tout cas c'est ce en quoi je crois, on a tous une voie d'excellence. Si on est le bon environnement, on se met sur les bons rails avec les bons ingrédients, ça avance bien, quoi. Et donc ça, c'était la première personne. Ça y est, je touche du doigt pourquoi dans l'épisode feedback, t'as touché, l'épisode de Sébastien Cazaret sur les drivers de motivation, et la motivation t'as touché. C'est fondateur, quoi. L'envie, la motivation, exprimer son potentiel passe par là. Ouais. Ça te parlait bien, quoi. Ça a été fondateur pour toi dans ta première expérience de management, quoi. Oui, et ça l'est encore, en fait, d'amener les gens vers le haut, en fait, d'attirer les gens vers le haut, vers leur voie d'excellence. Et donc, suite à ça, j'ai poursuivi les recrutements. Alors là, pour le coup, en externe, petit à petit, pour constituer une équipe, et développer aussi toute la pratique de tests automatisés qui existait. Il y avait un peu de tests unitaires, mais il n'y avait pas du tout de tests globaux. C'est pour ça qu'on faisait toute la non-régression à la main. On est en quelle année là? Parce que du coup, automatisation des tests, c'est quelque chose qui commence à être assez normé aujourd'hui, mais qui à l'époque, je pense, 2009-2010. Ouais, ça l'était moins. Ça existait. Peu de contexte où on voyait, quoi. Ouais, ça existait quand même déjà. Hein. Il y avait déjà Selenium pour interagir avec un navigateur, etc. Mais c'est vrai que on va dire, c'était moins développé, c'était moins mainstream, probablement. Donc toi, tu avais déjà cette... tu étais déjà bien positionné sur la partie automatisation, c'était quelque chose qui était important pour toi. Bah oui, je voyais bien que refaire tout le temps les mêmes tests, c'était pas ce qui passionnait l'équipe, et c'était pas comme ça non plus qu'on allait scaler, quoi. Donc je sentais bien que le progrès passait par là, quoi. Et du coup, tu automatisais les tests avec du Selenium, mais également côté back, tu avais une stack, des outils pour automatiser? Alors oui, il y avait des web services qu'on pouvait appeler. Et en fait, c'était surtout des tests bout en bout que je développais. En fait, c'était pour automatiser la partie QA. Et après,
faire un peu d'évangélisation auprès de l'équipe de dev pour faire en sorte qu'ils fassent du test unitaire ou du test au niveau composant. Mais ça sortait un petit peu de mon scope. Donc du coup, ma partie, c'était plutôt vraiment les tests bout en bout. Donc soit interagir avec les navigateurs, enfin avec le front navigateur, mais bon, partie front office, back office, quoi. Et les web services, et puis de temps en temps taper aussi directement dans la base pour de la création de données, etc. Ok. Et l'équipe QA à son apogée, c'est quelle taille? Une quinzaine de personnes, je pense. Ah ouais. Ouais. Ok. Et un détail intéressant aussi, puisqu'on est dans l'IoT, l'équipe hardware avait développé une interface pour pouvoir aussi tester automatiquement notre solution hardware de bout en bout. C'est-à-dire que par exemple, on avait un digicode qui était capacitif, donc un truc qui se déclenche avec le doigt. Et donc ils avaient développé une petite carte qui permettait de simuler des petites impressions électriques, comme si on tapait un code, ce qui pouvait permettre de tester vraiment une réservation de bout en bout. Depuis, tu prends ta réservation sur le site web, tu vérifies que tu as bien les données dans la base de données et tu simules le fait de passer soit de passer un badge en activant un badge qui était devant une antenne, soit de faire semblant d'être un doigt qui appuie sur le digicode. Ok, ça c'est pas. Ouais, fallait le développer en interne, hein. Ça n'existe Oui. pas sur le marché, ça. Non. Ok. Et au final, tu reprends la direction Helio, en fait. Alors, entre-temps, j'ai repris le management de l'ensemble des équipes de dev. Donc, j'avais QA Plus dev. plus dev en 2013. Et ensuite, effectivement, j'ai repris la direction de Helio en 2015 suite à une restructuration. Ok. Et ça se passe comment, en fait? Tu lèves le doigt, on te propose, tu vas le chercher. Ben, un peu tout ça en même temps, parce que voilà, c'était suite, on va dire, à des difficultés niveau corporate, niveau Hertz en 2015. Et donc, changement du board, de tout le management, CEO, CTO, côté Hertz, et donc décision de se focaliser sur le core business. Et jusque-là, on était, on va dire, financé par le corporate comme pôle d'innovation. Ouais. Et à partir de là, en fait, on passe de 50-70 à 15 pour plus se focaliser et travailler comme une business unit avec les entités qui utilisaient notre techno sur des marchés émergents d'autopartage, sur différents modèles d'autopartage. Donc réduction de voilure, et effectivement, déjà ça filtre un peu ce qui se propose pour reprendre la direction à ce moment-là. Donc c'est un mélange de moi je me propose, j'ai l'air d'être le bon candidat, le projet convient pas forcément à tout le monde, donc c'est un mélange un peu d'opportunités et puis d'envie de ma part. Ok. Et pour le coup, c'est une période pas facile, je pense. Non, parce que, ouais, du Indeed. coup, t'as participé à la réduction de voilure ou tu arrives après en disant, voilà, bon, il y a quand même 50, 60 personnes qui doivent s'en aller ou qui sont replacées chez peut-être maison mère ou autre. Et du coup, c'est un contexte un peu particulier. Est-ce que tu as accompagné cette réduction de voilure ou tu arrives plutôt après comme dans ceux qui restent, celui qui va gérer le tout, c'est moi? Non, j'arrive plutôt après. En fait, j'arrive plutôt sur la transition, genre Ok. tout le monde n'est pas encore parti. Et ce qui était un peu compliqué, c'est que entre le moment où c'est acté, on sait qu'il y a une inconnue pendant un certain nombre de mois, et à partir du moment où les choses sont actées et que les choses sont vraiment officielles, j'avais en gros 2 semaines pour gérer la reprise de connaissances. Donc sur tout ce qui n'était pas mon scope, la partie Waouh. DAF, la partie embarquée, la partie infra, etc. Donc, C'est pas beaucoup de semaines, hein?
Ouais, non, c'est pas beaucoup. Bah après, ça faisait quand même déjà un moment que j'étais dans l'entreprise, donc je connaissais pas Tu mal le connais bien contexte. le produit de manière générale, mais Je connais ouais. bien le produit. Et puis bah pareil pour les équipes en place. Donc je suis arrivé voilà, on va dire que j'étais vraiment impliqué au moment où c'était acté, et c'est pas moi qui ai géré la partie sortie, quoi. D'accord. Et du coup, dans les personnes qui sont restées, ouais, donc du coup, t'as pas eu ton mot à dire ou ta patte sur essayer de constituer l'équipe la plus, enfin voilà, d'être partie prenante dans l'équipe qui reste en fait, Bah, là, de toute façon, c'est drivé par un par un processus, plan. oui, par un plan. Donc, c'est des choses qui sont, on va dire, qui sont normées, qui sont légales, etc., quoi. Donc, Ok, ok, ok. Et bon, ça fait longtemps que tu es dans la boîte déjà, que tu connais, que tu as la légitimité côté QA, qualité, tout ça. Euh, Quand tu reprends le poste, bah, pas de problématique de légitimité, des sujets d'un point de vue managériaux un peu touchy à gérer de ton côté. Enfin, comment tu as vécu le démarrage en fait? bah déjà, il y a un truc, c'est on trouve les ressources en faisant, hein. C'est un peu, on apprend en marchant. J'ai eu comment dire, la chance d'être, parce que côté Iléo, on était donc vraiment la partie tech, et tout ce qui était commercialisation, c'était côté Hertz. Et donc j'avais un binôme côté Hertz qui avait une approche pédagogique, qui m'a bien expliqué le business, etc. Ce qui m'a permis quand même de donner une vision à l'équipe pour, si tu veux, leur redonner des perspectives, leur expliquer vers où on va, parce que c'était vraiment un shift on passe des projets corporate à on se transforme en business unit avec ce qui était avant, on va dire, relativement minoritaire dans notre activité, quoi. Donc le fait de pouvoir expliquer le business, les projets, et gérer cette redirection, en fait, on a pu se focaliser comme ça. Après, en termes d'enjeux managériaux et de légitimité, oui, si, il y a eu du travail sur moi-même. Au début, j'étais très inspiré par tout ce qui est entreprise libérée, et donc presque à dire, bon, bah, le management, c'est un truc old school, ça sert à rien. Et puis bah, au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que c'était plus créer du chaos qu'autre chose, je suis revenu et j'ai remis plus de structure de management. D'autant que à partir des 15 qu'on était, on avait recommencé à reprendre un petit peu de prestations, parce qu'il y avait de l'activité, il y avait des projets, etc., quoi. Intéressant ce que tu dis, entreprise libérée, tout ça, c'était, tu mettais quoi derrière? Euh, Organisation très flat. Ouais, c'est ça, organisation très flat, peu de structure de management, on inspire, on explique l'objectif global, et puis après, on gère un petit peu les projets, si tu veux, mais peu de Ça structure management. s'auto-organise Oui, c'est par ça. la motivation, quoi. Et C'est ça. donc ça n'a pas complètement marché. Non, en fait, Est-ce que ça peut marcher dans certains contextes? alors, bah, comment dire, il y a des frameworks, entre guillemets, un peu de libération, comme l'holacratie, par Ouais. exemple, où il y a effectivement des outils pour mettre en place une gouvernance, des choses tournantes, mais il y a quand même une structure, si tu veux. C'est pas, euh, c'est pas chaotique. Donc effectivement, je pense que l'entreprise libérée, c'est bien comme une philosophie à conserver en tête, c'est-à-dire le principe de subsidiarité, quoi. Si la décision peut être prise plus bas dans l'échelle, bah, qu'elle le soit. Enfin, c'est un des principes, tu vois, de délégation. Tu vois, Ouais. tu délègues au maximum en fonction des capacités des personnes et des équipes. Mais pour autant, il faut une structure. Et c'est vrai que bah, mettre en place ce type de structure d'holacratie, bah, faut apprendre à le faire. C'est un framework un peu particulier, etc. Et ce que j'ai réalisé, c'est que Ça veut finalement, pas dire pas de cadre, en fait. oui, ça veut pas dire pas de cadre, exactement. Et ma conclusion, c'est qu'il vaut mieux un bon management qu'une mauvaise libération. Ça, c'est ma conclusion de l'expérience. Ok, ok, ok. Est-ce que donc bah sacrée expérience chez Léo, où bah, tes premières expériences managériales et assez transverses. Qu'est-ce qui t'amène bah, à ouvrir tes oreilles en fait?
Au bout d'un moment, j'étais quand même un petit peu cramé, si tu veux, parce que ça a demandé quand même C'était très hors zone de confort quand même cette expérience. Et donc, je sentais que j'étais Tu veux plus. dire le moment où tu reprends la totalité de l'équipe, la Oui, c'est BU, ça. et Ouais. où tu es vraiment... Et d'être à l'interface avec le grand groupe systématiquement. Ok. Voilà, au bout d'un moment, je sentais que j'étais plus la bonne personne à la bonne place pour continuer à porter le flambeau. Et en plus, j'avais des personnes en place qui, pour le coup, elles étaient prêtes à reprendre le flambeau. Donc, ça se goupillait bien. Et par un hasard de circonstances, en fait, je suis parti juste avant le Covid. J'ai- Comme pas mal de monde finalement, ok. Et donc tu as démarré pendant le Covid d'ailleurs. Oui, donc j'ai fait un petit projet entrepreneurial sur une application pour le bien-être, donc que j'avais fait avec un binôme. Donc ce qui a eu on va dire l'intérêt de me remettre un peu dedans hands-on, de refaire comment un prototype d'application. En flotteur. Enfin bon, c'était sympa de remettre vraiment les mains dans le code et de découvrir un petit peu plus l'aspect produit de zéro, quoi. Mais bon, après, la personne, enfin mon associé retourne en, en travail complet, parce qu'il y avait, tu sais, le chômage partiel, ouais. Ouais. etc. Et puis moi, j'avais enchaîné sur une formation en coaching. Donc voilà, après, je me suis focalisé sur la partie coaching, jusqu'à ce que je me repose un peu la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui me fait rêver. Et c'est là où, assez naturellement, il y a eu l'opportunité Zen Park qui est arrivée. La formation coaching, on t'en parle, tu vas la trouver. C'est un coach qui t'apprend à être coach. Comment ça se passe cette formation? Alors la formation coaching, c'est moi qui suis allé me renseigner un petit peu. J'étais déjà, on va dire, sensibilisé à tous ces sujets-là au travers des meet-ups, des coachs agiles, des coachs en général, etc. Et donc j'ai ciblé une formation qui avait en fait un package à la fois donc certification en coaching et aussi comment se lancer en tant que coach. Donc c'était intéressant, c'est qu'il y avait aussi une approche positionnement marketing personnel et approche un peu sales. C'était un module complémentaire, quoi. Et Ah sur la... oui, ça t'apprenait à aller vendre, Ouais. à aller te vendre en Oui, fait. c'est ça. Et sur la partie vraiment pure coaching, là, effectivement, il y a du contenu. Il y a du contenu, il y a de la réflexion, donc sur des techniques de coaching. C'est quoi les choses que tu en gardes les trucs forts où tu te dis ouais, les illuminations. Les woohoo moments, les waha moments. Alors les illuminations, il y a énormément d'outils. Il y a déjà un savoir-être de se poser la question, de regarder sa posture par rapport aux autres personnes, d'écouter ses émotions, etc., de savoir prendre de la distance par rapport à ce qui se passe et pouvoir réaliser ce qui se passe un peu en temps réel quand tu discutes avec quelqu'un. Mais sinon, il y a beaucoup en fait d'outils. Je vais te donner un exemple, par exemple pour quelqu'un qui veut évoluer, mais tu sais pas comment mettre des objectifs d'évolution, tu sais pas trop comment t'y prendre. Là déjà tu commences par l'étoile du Nord ou la baguette magique. Ok, c'est quoi le truc idéal? Je sais pas, si quelqu'un veut développer son leadership, tu peux commencer par dire ok, ce serait quoi l'incarnation idéale du leadership pour toi, ou c'est quoi un modèle de leadership, une personne ou un personnage. Après, t'interroges autour de ok, comment ce personnage se comporte, qu'est-ce qu'il ou elle pense, qu'est-ce que les gens disent de lui ou d'elle, etc. Donc là, du coup, en fait, tu projettes déjà la personne dans sa propre vision idéale, hein, parce que c'est elle qui choisit son personnage et qui Ouais. détermine les éléments clés. Donc là, en fait, tu as déjà des pistes pour
voir quels sont les axes en fait que la personne finalement a envie de développer et qu'elle n'avait peut-être pas formalisé sans ces outils-là. Après, tu as des outils de questionnement. Donc, un truc qu'on retrouve un peu en brainstorming, par exemple, c'est le fait de proposer une solution farfelue. Dire, bon, bah, ok, si tu veux progresser, je sais pas, par exemple, tu as les caractéristiques de leadership, c'est quelqu'un qui intervient beaucoup aux réunions. Ok, soit, donc tu as envie d'intervenir plus en réunion. Quelle solution tu peux avoir pour intervenir plus en réunion ? Et trouve-moi 5 solutions, mais commence par une connerie, tu vois. Et, Ça libère la parole, ça. Ça libère la parole complètement. Et souvent, les trucs que les gens ne s'autorisent à dire que sous le chapeau du farfelu, finalement, sont des choses qui s'autorisaient pas à formuler avant, alors qu'elles sont tout à fait légitimes et elles sont pas si farfelues que ça. Et si elles sont farfelues, bah, ça détend de toute façon l'atmosphère et ça développe la partie créative comme dans un brainstorming finalement. Ok. Donc là, tu vois un petit peu le chemin tu pars d'une vision idéale, tu fais émerger justement la projection personnelle vers là, tu commences à trouver des solutions un petit peu plus concrètes et pragmatiques, pareil toujours qui viennent de la personne avec laquelle tu travailles. Et à partir de là, tu peux continuer à dire, ok, qu'est-ce que tu mets comme mesure pour voir que tu vas dans le bon sens avec la solution que tu as choisie, par exemple. Et donc, il y a tout ce déroulement-là. Donc là, c'est un peu, si tu veux, la toolbox du coaching, de l'objectif jusqu'au mesurable, Mais tu peux piocher, en fait, en fonction des situations, juste la partie un peu brainstorm, vas-y, trouve 5 solutions, dont une farfelue, ou l'étoile du Nord, ou la baguette. Et puis, pour toujours trouver le prochain petit pas de progression vers un objectif idéal, quoi. Ok. Et alors du coup, toi, post-formation coaching, tu ne t'orientes pas vers le coaching, vers un poste de coach, quoi. J'ai essayé un petit peu. Ok. J'ai essayé un petit peu et donc c'est là où j'ai développé beaucoup d'empathie pour les sales, parce que me retrouver à 7h du matin sur une péniche à me les geler pour essayer de pitcher en 1 minute mon style de coaching face à un réseau de développement business qui visiblement n'était pas très touché par mon histoire. Pardon. Voilà, donc j'ai vu un petit peu ce que c'était. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que justement, à un moment, je voyais que ça prenait pas, que j'avais pas le drive justement pour aller sur LinkedIn, poster des trucs. Je savais que c'est ce qu'il fallait faire, mais voilà. Et donc, j'ai fait appel à une de mes profs de coach pour avoir quelques petites séances de coaching, et où elle me posait la question magique, ok, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir et qui te ferait rêver ? Et ce qui est rigolo, c'est que le lendemain, sur LinkedIn, je reçois une offre d'emploi pour l'IT, quoi. Et là, j'ai le cœur qui bat, et je me rends compte, mais non, en fait, ce que je veux, moi, c'est gérer des équipes, c'est être dans l'IT, certes, utiliser les outils de coaching, mais ce que j'avais envie d'accomplir et qui me faisait rêver, c'était d'être dans des sujets d'entrepreneuriat ou de stratégie d'entreprise, de rester dans la tech, de piloter des projets, parce qu'il y a ça aussi dans le coaching, t'es beaucoup, le projet appartient complètement au coaché, t'as l'œil froid client, dessus, quoi. toi. Ouais. Donc d'avoir le drive là-dessus, et puis de conserver quand même cette relation de sincère qui doit se développer entre le coach et le coaché, mais que tu peux retrouver tout à fait dans le management. Ok, donc aujourd'hui, cette formation de coaching, tu la mets en œuvre, mais dans une posture, dans une peau de manager, quoi. Exactement. Ouais. Et puis, coach, ça voulait dire probablement dans le contenu de tes journées ou tes semaines, 10, 15, 20, peut-être 30% de ton temps à faire du sales, quoi. Oui. Et ça te faisait pas battre le cœur, alors. Non, pas particulièrement. Non, écoute, chacun son truc. Et du coup, cette offre d'emploi, c'est Zen Park ? Alors, c'en est une autre. Non. Zen Park, c'est une aventure un petit peu différente, puisque du coup, c'est William, le CEO et cofondateur, qui m'appelle fin 2022, fin 2021.
C'est William, CEO et cofondateur, qui m'appelle en me disant bon bah voilà notre CTO et cofondateur commence à avoir fait le tour et souhaite changer d'aventure. C'est l'occasion pour nous de se poser des questions sur notre structure. Est-ce que tu es OK pour échanger? Et donc, je connaissais William, en fait, déjà d'Eileo, mais on avait déjà encore travaillé ensemble dans une start-up précédente. Alors, lui au marketing, moi à la tech. Mais en fait, bon, on se connaissait déjà. Une vieille histoire, quoi. Une vieille histoire. Et donc, je fais bah ok. Et puis, je fais bon, potentiellement, ça m'intéresse aussi de voir un petit peu. Il me dit bon, écoute, je te promets rien, mais déjà, est-ce que tu es ok pour échanger? Et je fais oh, bah tout à fait. Et puis, j'aimais bien l'idée d'échanger autour des pratiques, de découvrir comment c'était. Ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup échangé avec le CTO de l'époque. Et donc, il y avait une forme d'évidence, si tu veux, en termes de match culturel, en termes de matching culturel, d'intérêt, si tu veux, même le business et la tech, finalement, c'était aussi la partie infrastructure avec de l'IoT, la partie segmentation B2B, B2C, etc. C'était quand même très proche. Donc il y avait une forme d'évidence finalement. Et donc à un moment, William me propose de dire bon, bah, est-ce que tu es OK pour qu'on transforme cette discussion et qu'on passe sur un process de recrutement, quoi. Et donc j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré le COMEX, j'ai rencontré certains investisseurs, et puis du coup voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, alors pour Zenpark, pour ceux qui ne connaissent pas. Notre raison d'être, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols, et pour ce faire, on réinvente l'usage des parkings. C'est-à-dire que soit on prend des parkings qui, sans notre solution, seraient vides ou sous-exploités, soit des parkings qui sont amenés à être construits. Et par exemple, je sais pas, il y a un besoin de 1000 places, et on peut venir en conseil en exploitation en disant bon en fait, pour servir ce besoin de 1000 places, n'en construisez que 700, et avec notre système, vous serez capable de servir tout ce qui est nécessaire pour cette place. Donc en prenant en compte les contraintes des ayants droit, des commerçants, des allées et venues, etc., des entreprises, etc. Ok. Et donc les solutions. Donc toi, tu travailles à développer les solutions qui permettent ça, logiciel. C'est ça. Donc logiciel, électronique et data. T'as dans une zone de confort par rapport à ce que tu connaissais un petit peu chez Eileo, quoi, du coup. Zone de confort. Il y a des parallèles, quoi. Oui, il y a des parallèles, oui. Ok. Et aujourd'hui, le poste que tu occupes, tu as le dev, tu as la QA, tu as la data. Tu gères quoi en fait? Donc la partie dev. Ouais. Et donc inclut la partie électronique. Alors pour tout ce qui est design électronique, on passe par un bureau d'études, mais vraiment tout le pilotage du projet de renouvellement du boîtier. Donc ça c'est effectivement quelque chose que j'ai piloté. La partie produit côté tech, product management, PO, etc. Et puis la partie data. Ok, 360 quoi. Ouais. C'est quelle taille d'équipe aujourd'hui? On est une quinzaine aujourd'hui. Ok. Sur les 3 pôles. Ok. Alors petite question, tu nous as parlé de coaching, tout ça, machin. Entre le manager que tu étais chez Léo et le manager que tu es aujourd'hui, suite à ces formations, des changements, des nouveautés, des choses que tu fais évoluer dans la définition des objectifs, dans le feedback, dans la posture. Est-ce qu'il y a des choses que tu partageras en ce sens? Oui, déjà c'est beaucoup plus structuré. C'est-à-dire que ce que je faisais un petit peu intuitivement, ou que je faisais pas éventuellement même d'ailleurs. Alors c'est quoi que tu faisais pas et que tu fais maintenant? Par exemple les one-on-one, Ouais. je les fais avec toutes les personnes qui me reportent directement, au moins une fois par semaine, une demi-heure minimum, 1 heure si jamais on a plus de sujets. C'est d'autant plus important aussi que là on est dans un contexte avec beaucoup de télétravail, puisque mes équipes de dev sont à Rennes.
D'accord. Ouais. Une autre partie de mes équipes sont à Paris. Et comme on a beaucoup de flex office aussi, c'est important pour garder contact d'avoir ces one-on-one réguliers. Mais ça permet aussi de structurer l'approche managériale et coaching, quoi. Et comment tu le structures ton one-on-one? Parce que Déjà, du coup, toutes les semaines, est-ce qu'on a quelque chose de pertinent? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que des fois c'est pas un peu vide toutes les semaines? Comment tu le structures pour que ça soit constructif semaine après semaine? déjà, il y a le fait de demander à la personne si ça va. Donc déjà, en fonction des circonstances, je sais pas si des fois il y a des choses qui peuvent stresser un peu ou bon. Alors Des quand difficultés? des difficultés, du coup, c'est aider la personne avec ses priorités à elle. Donc on va dire à mes managers de me dire déjà s'ils ont des sujets qu'ils ont besoin de tacler, qu'ils ont besoin d'être accompagnés ou des besoins de décision, par exemple. Ensuite, il peut y avoir des suivis sur des sujets opérationnels. Et enfin, si jamais on a, entre guillemets, rien à se dire sur du day-to-day, là, on revient sur les objectifs plus long terme et dire, OK, qu'est-ce que tu as mis en place pour évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Voilà, comment ça avance? Et à ce moment-là, on peut repartir sur des sujets de coaching. Ok, donc ça c'est les one-on-one, c'est ce que tu n'avais pas forcément formalisé de manière... c'est un exemple de choses que tu fais aujourd'hui, Oui. qui est structuré. Il y a d'autres choses? Oui, alors il y a tous les rituels agiles, mais bon, ça, on va dire, l'équipe est autonome pour le faire fonctionner, hein, tout ce qui est les plannings, les matinales, etc., etc. Ce qu'on anime aussi beaucoup au quotidien, c'est le lean management, qui est hyper intéressant en termes de progression continue, mais en fait, c'est un framework qui permet vraiment d'avoir l'approche de l'erreur est autorisée, mais l'apprentissage est nécessaire, quoi. Et en fait, Tu veux dire tu fais pas deux fois la même erreur, c'est l'idée. l'idée, c'est que quand tu fais Pas trois en tout cas. c'est que si tu l'as fait 3 fois, c'est que, enfin, On n'apprend pas, quoi. ouais, t'apprends pas des erreurs précédentes. Et je veux dire, c'est déceptif pour tout le monde de répéter la même erreur, quoi. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un framework pour mettre les choses à plat, que ce soit au sein de l'équipe ou avec les autres équipes, de trouver les routes causes. C'est relativement du bon sens, finalement. C'est en gros, tu as une erreur ou un problème, tu identifies la route cause, tu mets en place des actions correctives, et puis éventuellement tu rédiges des standards en réfléchissant à, OK, quand tu fais un geste ou une opération, que tu livres une pièce, un développement, enfin, quelle est un peu la raison d'être de ce que tu es en train de faire, enfin, l'intention dans ce que tu fais, pour apporter le niveau de réflexion et de recul quand tu fais quelque chose pour éviter d'avoir un problème qui puisse se reproduire, quoi. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que ça fait un framework qui impacte la culture dans le sens où c'est complètement assumé de dire, là, il y a eu un problème, je mets les gens autour de la table et on en parle. Et ça, c'est une pratique qui est vraiment au quotidien, quoi. Il y a un truc, une petite friction quelque part, quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Tu prends les gens qui ont été impliqués et tu fais cette analyse de problème avec la petite structure que j'ai expliqué plus tôt. Et en fait, ça permet vraiment de se décomplexer sur le fait de dire, il y a un petit hic quelque part, je réunis les gens et puis je vais tacler le problème et je vais au fond d'analyse, quoi. Ok, c'est parce que la partie lean, en général, le lean, c'est la taille d'équipe, de DSI, mais d'entreprise. C'est quelque chose que toi t'insuffles ou c'est une culture qui est déjà présente à l'échelle de la boîte? Non, c'est quelque chose qui est déjà présent, mais que je contribue aussi, Auquel t'adhères. auquel j'adhère Et tu dois voilà, en être le relais, quoi. c'est ça. Donc ça vient quand même à la base de l'équipe dirigeante. Ouais. Mais depuis que je suis arrivé, c'est effectivement quelque chose qui s'est propagé, qu'on contribue à propager au sein des équipes. Et donc, je dirais par opposition, des fois, c'est
aux méthodes un peu habituelles où on attend la rétrospective, par exemple, pour se poser des questions, prendre du recul et puis identifier les problèmes, bah là, c'est vraiment la chose qu'on travaille au quotidien. Au quotidien, on n'attend pas la rétro, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu prends la posture de coach? Bah, oui, dans le sens où on parlait de driver de motivation. C'est pas j'observe et puis je mets quelqu'un dans une case pour dire ok, c'est ça, c'est driver en fait. C'est plutôt je sais que je ne sais rien, voilà, et c'est au travers de mes questionnements que je vais aller comprendre le fonctionnement des personnes et que eux vont exprimer en fait ce qui les motive. Et c'est là où voilà, les outils du coaching, d'inventaire de personnalité, etc., peuvent être utiles. Pas pour diagnostiquer les gens ou les mettre dans des cases ou quoi que ce soit, mais plutôt d'avoir une sorte d'éventail de possibilités pour dire ok, est-ce que ça c'est des choses qui te motivent, est-ce que ça c'est un driver pour toi. Donc il y a les moving motivators par exemple, je sais pas si ça te Non, parle. moi, je veux bien que tu... Bah, c'est des petites cartes avec des drivers de motivation intrinsèque, comment dire, la curiosité, la relation avec les autres, etc. En fait, quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour toi, par exemple. Et donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec quelqu'un qu'on coach. Et donc effectivement, dans cette posture-là, bah, tu dois être très à l'écoute finalement de ce qui vient en face et pas plaquer une vision préconçue, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu en ça qu'il y a la posture coach. Mais il y a quand même, si tu veux, on a ces leviers en tant que manager de d'avoir plus de matière pour pouvoir amener les gens à progresser. Donc c'est effectivement un jeu entre les casquettes de manager, de mentor et de coach. À certains moments, on va dire accepter et embrasser ce qui vient, ce qui émerge de la personne en face. D'un autre côté, bah, on a la possibilité de dire bon bah ok, il y a tel projet, ça pourrait coller pour matcher, pour développer ce que toi ce qui toi te porte. Et puis voilà, on a quand même plus de leviers que du pur coaching, par exemple. Ok, donc tu utilises les outils de coach, pour toi c'est à utiliser et ça peut fonctionner en tant que manager, quoi. Du coup, moi j'ai quand même une dernière question qui me taraude sur les aspects doubles, parce que ça a l'air de te tenir à cœur cette double pot que tu arrives à endosser, coaching plus manager. Est-ce que c'est pas difficile des fois de... L'intérêt d'un coach, souvent, c'est justement d'avoir un œil froid et sans biais par rapport à une situation, un projet, des personnes. Du coup, est-ce que quand tu utilises des outils de coaching, des outils appris lors de ta formation coach, est-ce qu'ils marchent aussi bien qu'avec quelqu'un qui, justement, aurait ce regard très froid sur une situation ou sans affect avec des personnes? Donc, en fait, comme je disais un petit peu plus tôt, on va dire le fait d'être manager offre des leviers supplémentaires pour pouvoir orienter les personnes vers des sujets qui vont leur permettre d'accomplir ce que eux souhaitent au travers de leur coaching. Donc, au moment où les personnes expriment ce dont elles ont envie, ce qui les drive, là, effectivement, il faut garder l'œil un peu froid, c'est-à-dire pas plaquer quelque chose. Mais après, il faut être honnête sur le curseur et dire, bon, bah, ok, nous, on a quand même le cadre des projets en cours, des sujets en cours de notre techno. Après, si les gens nous ont rejoints, c'est qu'ils adhèrent au fonctionnement et aux enjeux et aux projets. Mais pour autant, effectivement, il y a cette frontière à savoir gérer, de dire bon bah ok, là c'est la limite de l'exercice. Maintenant, par rapport au cadre qui nous est proposé, comment on peut avancer, quoi. Ok. Ma petite
On arrive tout doucement, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur les aspects IoT, ZenPark, Lean et autres. On arrive tout doucement sur les dernières questions du podcast que tu connais un petit peu, je pense. Oui. Est-ce que tu as un mantra, une expression, proverbe qui t'accompagne? Oui, alors j'en ai un. Alors je vais le dire en anglais parce que je le trouve plus puissant. C'est When you blame others, you give up your power to change. J'aime bien parce que c'est vraiment un mantra qui permet de se remettre en question quand il y a quelque chose qui va pas et qu'on a envie de, je sais pas, de grogner un peu ou de se plaindre, etc. De reprendre quelque chose de très empowering, d'empouvoirant, et de se dire, ok, quelle est ma marge de manœuvre? Qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses? À qui je peux aller parler? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça permet d'avoir je trouve, de transformer éventuellement une situation subie en quelque chose où on redevient acteur. Donc c'est un mantra que j'aime bien, que j'aime beaucoup et que j'aime bien partager également. Que ce soit une situation difficile ou quoi que ce soit. Okay, en gros, c'est un peu comment tu peux redevenir acteur de ta vie, entre guillemets, au sens plus large. Mais bon, même sur des petites problématiques du quotidien, tiens, il y a tel ou tel problème, ok, qu'est-ce que tu peux faire? Et j'aime bien cette notion de, il y a toujours quelque chose où tu peux prendre une initiative, mettre en place quelque chose pour au moins participer à la résolution de ce qui te fait grogner un peu aujourd'hui. Agir plutôt que grogner. C'est ça. Ok, d'autres mantras ou... Non, on va dire. Non, c'est bien. Ouais. C'est celui dont tu te rappelles. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Non, je n'ai pas de surnom. Pas connu, quoi. Pas. Ok. Est-ce que il y a si tu avais un titre à donner à l'épisode, est-ce que tu aurais une petite idée? Manager et coach, c'est peut-être pas très original, mais je sais pas. Un titre qui tournerait autour de cette double problématique qu'on a effectivement pas mal abordée. Manager et baguette magique ou. Ou manager, baguette magique ou l'étoile du Nord ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, je te proposerai quelque chose en ce sens. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose, une thématique ou quelque chose que tu aimerais partager, lecture, rencontre, autre? Écoute, là, avec le recul, oui, c'est si par exemple tu n'as pas de management ou que tu es en direction ou alors que tu as des managers très lointains, comment tu peux aller chercher la progression tout seul ou toute seule et comment aller chercher cette progression tout seul ou toute seule. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que on peut aller chercher des mentors, on peut aller chercher dans la communauté, dans des associations, au travers soit de Meetup, soit d'une association qui s'appelle le CJD, où j'ai fait pas mal de co-développement pendant plusieurs années, ou des gens que j'ai rencontrés. Le CJD, je connais pas. C'est une association qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, en fait, qui est apolitique, qui est vraiment en gros pour plutôt les patronnes de PME, mais en gros toute personne qui a une responsabilité, on va dire, business suffisante et on va dire est bienvenue, avec des antennes locales. Et l'idée, c'est un peu d'aller vers un management humain et d'accompagner en fait les dirigeants et les dirigeantes dans leurs problématiques, parce que souvent les patronnes de PME sortent pas d'école de management, ils ont repris une entreprise ou ils ont créé quelque chose et ça s'est transformé en entreprise, etc. Du coup ça fait un cercle où il y a de la formation, il y a du co-développement, il y a de l'entraide, il y a aussi sortir de l'isolation
du manager ou du dirigeant. Des fois, on peut se sentir un peu Seul. dans ce type de position. Voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses. Enfin, c'était très riche ces quelques années au CJD. Voilà, donc c'est quand on trouve pas forcément le soutien en interne ou les ressources, je trouve que c'est bien d'aller se tourner vers des communautés, des associations, du mentoring, même informel. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider, à conseiller un petit peu. Ou une formation de coach. Oui, ça aide aussi. Pour la boucle. Ok. Eh ben écoute, ça fait un beau point final aussi d'effectivement de trouver les solutions pour progresser. Effectivement, t'as d'autres axes pour d'autres choses qui te permettent de progresser toi au quotidien? Veille, lecture, autre. Enfin, c'est une thématique qui t'anime un peu. Oui, déjà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais un des principes fondamentaux du coach, c'est l'expérimentation. Donc, c'est d'aller faire les choses et les choses qui font peur, comme enregistrer un podcast par exemple, des choses comme ça. Par exemple. Par exemple. Donc aller sortir de sa zone de confort et d'aller expérimenter des choses nouvelles ou réaliser des choses. Et sinon, oui, de la veille de manière un peu généraliste. Mais c'est vrai que j'ai tendance, soit on va dire, je suis très hands-on, et à ce moment-là, je suis beaucoup dans l'expérimentation et je fais un petit peu moins de veille en dehors de mon sujet. Ce qui est plutôt le cas en ce moment parce que je suis assez hands-on ces derniers temps. Soit effectivement une ouverture un peu plus vers l'extérieur, aller faire de la veille, se balader dans les communautés et d'aller tirer de la progression là, quoi. Et quand tu seras un peu dans une période moins hands-on que maintenant, t'as déjà un peu les sujets de veille vers lesquels tu vas avoir envie d'aller? Ce que j'aimerais bien, c'est d'aller voir des communautés de CTO pour faire du co-développement, par exemple. Et parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que les thématiques qui apparaissent, tu sais pas ce qui va apparaître, donc tu vas forcément apprendre de l'expérience des autres, et du coup, ça va tirer des sujets, et c'est comme ça que tu vas être attiré vers des sujets de veille ou des choses comme ça, quoi. Donc, comme on disait tout à l'heure, je travaille 360 là chez Zenpark, donc si je devais faire de la veille des composants électroniques jusqu'à la data, je suis obligé de choisir un peu mes combats. Donc aller tirer en fait ce qui vient par opportunité au travers de co-développement, ça me paraîtrait sympa. Donc peut-être que tu prendras du temps pour aller voir du côté de la communauté TechRox par exemple. Exactement, ou des choses comme ça. Ok, communauté à laquelle on passe un petit coucou parce qu'ils sont assez présents sur CTOs, et puis ils sont assez présents tout court avec leurs events, le summit, leurs podcasts et tout ce qu'ils partagent autour de la communauté des tech leaders, CTO, head of. Merci François d'avoir participé au podcast, et merci à toi. C'était très cool de se revoir à cette occasion-là. Un plaisir partagé. À très bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.